Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes toutes et tous en bonne santé. Comme vous connaissez, l'objectif général de ce chapitre est de déterminer l'offre et la demande agrégée. Et pour atteindre cet objectif général, on doit passer par le modèle simplifié de 15 et le modèle ISLM. Jusqu'à maintenant, on a avancé 2 séances. Alors, dans la première séance, on a traité le modèle simplifié de 15. Et dans la deuxième séance, on a utilisé le modèle simplifié de 15 pour expliquer le multiplicateur keynésien. Et dans cette séance, on va utiliser le modèle simplifié de 15 pour traiter le modèle ISLM. Notez bien que le modèle keynésien simplifié repose sur 2 piliers. Le premier pilier est que la fonction de consommation relie la consommation des ménages à leurs revenus. Autrement dit, si le revenu des ménages augmente, alors leur consommation va augmenter, mais moins proportionnellement. Le deuxième pilier des modèles keynésiens simplifiés est que il y a une égalité entre l'investissement et l'épargne, quelle que soit la situation. Et ceci implique que l'investissement des entreprises joue un rôle moteur dans l'activité économique, grâce au mécanisme de multiplicateur keynésien. Et comme le multiplicateur des dépenses publiques, le multiplicateur relatif à l'investissement est K, qui est égal à delta Y sur delta I, qui est égal à 1 sur 1 moins C. Ce multiplicateur est toujours supérieur ou égal à 1, car la petite c, qui est la proportion marginale à consommer, est toujours comprise entre 0 et 1. Notez bien que l'équilibre keynésien n'est que la première étape de la construction du modèle ISLM. Cet équilibre keynésien montre ce qui détermine le revenu de l'économie pour tout niveau donné de l'investissement prévu supposé constant. Autrement dit, dans le modèle simplifié de 15, on a supposé que l'investissement prévu est constant. Cependant, le niveau d'investissement n'est pas constant. Il est en fonction du taux d'intérêt. Ainsi, il y a une relation négative entre l'évolution du taux d'intérêt et l'évolution du niveau d'investissement prévu. Alors, on peut représenter la fonction d'investissement par une courbe décroissante. Pour le modèle ISLM, on voit bien qu'il y a 2 courbes, la courbe IS et la courbe LM. Alors, on va commencer à construire la courbe IS. Ainsi, la courbe IS contient 2 composantes, la composante investissement I et la composante épargne S. Notez bien que la courbe IS trace la relation entre le taux d'intérêt et le niveau de revenu dans le marché des biens et services. Et pour construire la courbe IS, on va ajouter la fonction d'investissement à l'équilibre keynésien. On a dit que la fonction
d'investissement se représente par une courbe décroissante. Autrement dit, il y a une relation inverse entre le taux d'intérêt et le niveau d'investissement. Alors, une hausse du taux d'intérêt de R1 vers R2 va induire une baisse d'investissement prévu de IR1 vers IR2. Comme l'investissement prévu est une composante de la dépense prévue, alors cette baisse d'investissement sera traduite dans l'équilibre keynésien par un déplacement de la courbe des dépenses prévues vers le bas. Ceci provoque une réduction du revenu d'équilibre de Y1 vers Y2. Alors, on conclut qu'une hausse du taux d'intérêt provoque une réduction du revenu. Et cette relation entre l'évolution du taux d'intérêt et l'évolution du revenu représente la courbe IS. Alors, on dit que la courbe IS trace la relation entre le taux d'intérêt et le niveau de revenu. La courbe IS se représente par une droite décroissante parce que il y a une relation inverse entre l'évolution du taux d'intérêt et l'évolution du niveau de revenu. Maintenant, on va essayer d'identifier le comportement de la courbe IS suite à une politique budgétaire. On sait qu'une hausse des dépenses publiques déplace vers le haut la courbe de dépenses prévues de delta G. Et par effet de multiplicateur de dépenses publiques, ce déplacement des dépenses prévues vers le haut va engendrer une augmentation du revenu par delta G fois le multiplicateur des dépenses publiques. Et pour un taux d'intérêt constant, cette augmentation du revenu d'équilibre de Y1 vers Y2 va engendrer un déplacement de la courbe IS vers la droite de IS1 à IS2 à concurrence de delta G fois le multiplicateur keynésien 1 sur 1 moins petit c, la propension marginale à consommer. Alors, on va essayer d'interpréter la courbe IS en termes de marché de fonds prêtables. On sait que le revenu national d'une économie fermée est égal à la consommation plus les dépenses publiques plus l'investissement. Alors, on peut écrire l'identité comptable du revenu national comme suit. Y moins C moins G est égal à I. On sait que Y moins C moins G est égal à S. Alors, S est égal à I. Alors, il est clair que l'épargne S est égale à l'investissement I. Ceci implique que le revenu Y moins la consommation en fonction du revenu disponible Y moins T moins les dépenses publiques G est égal à l'investissement qui est en fonction du taux d'intérêt R. Alors, le membre de gauche de cette égalité montre que l'offre de fonds prêtables dépend du revenu et de la politique budgétaire.
Par contre, le membre de droite de cette égalité montre que la demande de fonds prêtables dépend du taux d'intérêt. Et donc, on dit que le taux d'intérêt s'ajuste pour équilibrer l'offre et la demande de fonds prêtables. Maintenant, on va essayer de construire la courbe IS à partir du marché de fonds prêtables. Sur le marché des fonds prêtables, l'offre se représente par la fonction de l'épargne qui est en fonction des revenus et la demande se représente par la fonction de l'investissement qui est en fonction du taux d'intérêt R. Alors, la courbe de l'investissement I est une droite décroissante car il est en fonction du taux d'intérêt. Et il y a une relation inverse entre le niveau d'investissement prévu et le taux d'intérêt. Par contre, la courbe de la fonction de l'épargne S est une droite verticale parce que elle ne dépend pas du taux d'intérêt R. Et donc, l'intersection de ces deux courbes représente l'équilibre dans le marché des fonds prêtables. Et on sait que, selon Keynes, une hausse du revenu provoque nécessairement un accroissement de la consommation, mais moins proportionnellement, ce qui va provoquer une augmentation de l'épargne. Et donc, cette augmentation de l'épargne va engendrer un déplacement de la courbe de fonds prêtables vers la droite de S1 vers S2. Alors, ce déplacement de la courbe de l'offre de fonds prêtables de S1 vers S2 va provoquer une réduction du taux d'intérêt de R1 vers R2. On conclut qu'il y a une relation inverse entre le niveau de revenu et le taux d'intérêt dans le marché de fonds prêtables. Et donc, la courbe IS synthétise la relation entre l'évolution des niveaux de revenus et l'évolution du taux d'intérêt. Alors, un revenu accru induit une épargne plus élevée qui à son tour se traduit par un taux d'intérêt d'équilibre inférieur. Et donc, c'est pourquoi on voit bien que la pente de la courbe IS est négative. Maintenant, on va passer à la deuxième section pour étudier la courbe LM sur le marché monétaire. Comme la courbe IS, la courbe LM trace la relation entre le taux d'intérêt et le niveau de revenu, mais dans le marché des encaisses monétaires. Alors, on va avancer la théorie de la préférence pour la liquidité de Keynes. Ainsi, selon cette théorie, Keynes postule que les acteurs économiques préfèrent la liquidité aux autres formes de richesse. Donc, les individus auront tendance à conserver leurs épargnes préalables sous une forme plus immédiate ou liquide. Alors, pour Keynes, il existe une demande pour la monnaie en tant que telle. Autrement dit, il y a une demande de la monnaie pour la monnaie. Et Keynes postule que le taux d'intérêt s'ajuste pour égaliser l'offre et la demande de la monnaie, qui est
l'actif le plus liquide de l'économie. La théorie de la préférence pour la liquidité fait l'hypothèse d'une offre donnée d'encaisse monétaire. Pour 15, l'offre de monnaie M est une variable exogène de la politique économique. Alors, pour lui, l'offre de la monnaie est choisie par la Banque centrale. Ainsi, pour 15, le niveau des prix P est également une variable exogène. Pour lui, les prix sont rigides à court terme. Alors, d'après ces hypothèses, l'offre d'encaisse monétaire est une donnée qui ne dépend pas du taux d'intérêt. Alors, la courbe de l'offre de la monnaie est verticale. Après avoir déterminé la courbe de l'offre d'encaisse monétaire, maintenant on va passer pour déterminer la courbe de la demande de monnaie. En effet, selon la théorie de la préférence pour la liquidité, la quantité d'encaisse monétaire réelle demandée dépend du taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que le taux d'intérêt représente le coût d'opportunité de la détention de la monnaie. C'est-à-dire le fait de garder une quantité de la monnaie chez toi au lieu de la placer chez la banque peut présenter une manque à gagner. Alors, quand les taux d'intérêt augmentent, les gens souhaitent détenir une fraction moindre de leur richesse sous forme de monnaie. Ceci implique qu'il y a une relation inverse entre la demande d'encaisse monétaire réelle et le taux d'intérêt. Alors, la demande d'encaisse monétaire réelle s'écrit comme suit. M sur P, indice D, c'est-à-dire la demande, égale L en fonction de R. Avec L, R indique que la quantité demandée de monnaie est fonction négative du taux d'intérêt. Donc, après avoir déterminé la courbe de l'offre d'encaisse monétaire et de la demande d'encaisse monétaire, on va passer à la représentation graphique de l'équilibre dans le marché monétaire. Et donc, dans l'axe des ordonnées, on va représenter les taux d'intérêt R. Et dans l'axe des abscisses, on va représenter les encaisses monétaires réelles M sur P. On sait que l'offre d'encaisse monétaire réelle ne dépend pas du taux d'intérêt. Donc, elle sera représentée par une droite verticale. Et on sait qu'il y a une relation inverse entre la demande d'encaisse monétaire réelle et le taux d'intérêt, car un taux d'intérêt élevé augmente le coût de détention de la monnaie et donc réduit la quantité demandée d'encaisse monétaire. L'intersection de l'offre et de la demande d'encaisse monétaire réelle détermine le taux d'intérêt d'équilibre. Au taux d'intérêt d'équilibre, la quantité demandée d'encaisse monétaire réelle est égale à la quantité offerte. On va essayer de représenter l'effet de la politique monétaire sur l'équilibre dans le marché monétaire. Alors, si la Banque centrale réduit la masse monétaire dans le marché, alors la courbe de l'offre d'encaisse monétaire réelle se déplace vers la gauche.
Ce déplacement de la courbe de l'offre de la monnaie va provoquer un accroissement des taux d'intérêt de R1 vers R2. Cette augmentation du taux d'intérêt d'équilibre de R1 en R2 incite les gens à réduire les quantités d'encaisse monétaire réelles qu'ils détiennent. L'inverse est vrai en cas d'accroissement de l'offre de monnaie par la Banque centrale, le taux d'intérêt va baisser. Alors, selon la théorie de la préférence pour la liquidité, une baisse de l'offre de monnaie accroît le taux d'intérêt et une hausse de l'offre de la monnaie baisse le taux d'intérêt. Pour une offre d'encaisse monétaire constante, lorsque le revenu augmente, la demande d'encaisse monétaire augmente et donc la courbe de demande de la monnaie se déplace vers la droite. Et pour équilibrer le marché des encaisses monétaires réelles, le taux d'intérêt doit augmenter de R1 à R2. Alors, la hausse du revenu induit une hausse du taux d'intérêt. Alors, la courbe LM synthétise ces variations sur le marché monétaire entre le revenu et le taux d'intérêt. Chaque point de la courbe LM représente un point d'équilibre sur le marché monétaire. Alors, plus le revenu est élevé, plus la demande d'encaisse monétaire réelle est élevée. Et donc, plus le taux d'intérêt est lui-même élevé. Alors, on dit que la courbe LM est croissante. Maintenant, on va essayer de représenter l'effet de la politique monétaire sur le marché des encaisses monétaires. Supposons que la Banque centrale va réduire l'offre de monnaie de M1 en M2, ce qui induit une baisse de l'offre d'encaisse monétaire de M1 sur P en M2 sur P. Alors, la courbe de l'offre d'encaisse monétaire va se déplacer vers la gauche. Le niveau de revenu et donc la courbe de la demande d'encaisse monétaire réelle étant maintenu constant. Alors, une réduction de l'offre d'encaisse monétaire réelle accroît le taux d'intérêt qui équilibre le marché monétaire. Et donc, on conclut que pour un niveau de revenu constant, la réduction de l'offre des encaisses monétaires réelles déplace la courbe LM vers le haut. Inversement, pour tout niveau de revenu constant, toute hausse de l'offre des encaisses monétaires réelles déplace la courbe LM vers le bas. Après avoir déterminé la courbe IS dans le marché des biens et services et la courbe LM dans le marché monétaire, on va essayer de regrouper ces deux courbes pour représenter le modèle ISLM. Soit les deux équations qui regroupent les éléments du modèle ISLM. Pour le marché des biens et services, c'est-à-dire pour la courbe IS, on a l'équation suivante. Le revenu Y est égal à la consommation
en fonction du revenu disponible Y moins T, plus l'investissement en fonction du taux d'intérêt, plus les dépenses publiques. Sur le marché monétaire, pour la courbe LM, on a l'équation suivante. L'encaisse monétaire réelle M sur P est égale à L en fonction de R, c'est-à-dire le taux d'intérêt, et des revenus Y. Ainsi, ce modèle considère comme exogènes les variables G, T, M et P. Ainsi, la courbe IS représente les combinaisons de taux d'intérêt R et le niveau de revenu Y sur le marché des biens et services, tandis que LM traduit les combinaisons de taux d'intérêt R et de niveau de revenu Y dans le marché monétaire. Maintenant, on va passer à la représentation graphique du modèle ISLM. Pour cela, on va présenter le taux d'intérêt dans l'axe des ordonnées et le revenu ou la production dans l'axe des abscisses. Et on sait que la courbe IS est décroissante et la courbe LM est croissante. Alors, l'intersection des courbes IS et LM représente l'équilibre simultané sur le marché des biens et services et sur le marché des encaisses monétaires réelles. Pour toute valeur donnée des dépenses et des recettes publiques, de l'offre de monnaie et du niveau des prix. En ce point d'équilibre, la dépense effective est égale à les dépenses prévues et la demande d'encaisse monétaire réelle est égale à l'offre de celle-ci.